C'était lundi dernier, le 4 février 2019, on apprenait que la France reconnaissait le président à la fois autoproclamé et virtuel du Venezuela, et les médias hexagonaux en faisaient un large écho. Le même jour, on apprenait que l'armée française avait procédé la veille à des bombardements aériens sur des colonnes de rebelles au Tchad, en Afrique centrale. Mais on assistait aussi à un quasi-silence radio. Comment interpréter ce peu d'intérêt des médias et donc par voie de conséquence des politiques et de l'opinion publique pour des offensives qui engagent directement la République et donc notre responsabilité collective? Qui a peur de poser la question qui tue? Que fabrique l'armée française au Sahel? Et quelle est l'efficacité de l'opération Barkhane, censée nous protéger l'humanité quasiment, du péril islamiste? Pour faire un tour d'horizon, j'ai convié aux médias l'écrivain Thomas Dietrich, bon connaisseur du Sahel, qui est déjà venu nous rendre visite. Bonjour Thomas. Bonjour Théophile. Alors la première question que j'ai envie de te poser, c'est comment tu vis ce deux poids, deux mesures, deux actualités internationales, une qui concerne encore plus la France que l'autre, mais dont on parle finalement si peu. Déjà, sans me prononcer sur la situation au Venezuela, je ne connais pas le Venezuela, je pense qu'il faut avoir l'humilité de le reconnaître. Ce qui se passe au Sahel, ce que je constate, c'est qu'il y a un silence assourdissant ici en France, de la part des politiques et aussi de la part de l'opinion qui n'est pas informée. Et c'est aussi notre responsabilité, à nous citoyens, de s'indigner peut-être contre ce qui se passe au Sahel, cette France-Afrique qu'on dit sans cesse morte, mais qui renaît à chaque fois de ses cendres. Et c'est vrai que ce qui s'est passé dimanche dernier, donc dimanche 3 février, avec le bombardement d'une colonne rebelle par l'armée française indirectement. Il y a un bilan, on parle de 2 morts, donc des Tchadiens, des rebelles tchadiens qui ont été directement tués par l'armée française, doit interpeller non seulement la classe politique française, mais aussi les citoyens. Alors, est-ce que tu peux nous décrire un peu qui est Idriss Déby, le président du Tchad? Pourquoi le protégeons-nous? Est-ce qu'on le protège dans le cadre d'un dispositif international, d'une sorte de légalité internationale, d'un accord bilatéral? C'est quoi l'affaire de l'armée française au Tchad? Alors, Idriss Déby, c'est un des piliers de la France-Afrique. Donc, il est au pouvoir depuis 1990, ça va faire plus de 28 ans. Il a été d'ailleurs amené au pouvoir par la DGSE, avec la bénédiction de l'Élysée. Et Idriss Déby, depuis presque 30 ans, s'est découvert des talents d'autocrate, puisqu'il kidnappe, tue, arrête régulièrement ses opposants. Les rapports d'Amnesty et d'Human Rights Watch le montrent. Et malgré tout ça, Déby a pu faire prospérer son règne avec le soutien de l'armée française, qui l'a sauvé à 2 reprises, en 2006 et en 2008, alors que les rebelles étaient aux portes du palais présidentiel, et grâce aussi à la manne pétrolière, puisque depuis 2003, il y a l'exploitation de champs pétrolifères au sud. Il y a un dispositif, effectivement, d'accord militaire entre la France et le Tchad, qui date, pas de Déby, mais qui date bien avant, depuis 1976. La France a toujours été très impliquée dans les affaires tchadiennes. Elle considère le Tchad comme son précaré. Elle a soutenu Hissène Habré avant Déby, et c'est vrai... Hissène Habré qui a été condamné pour crime contre l'humanité dans un tribunal... disons ad hoc, qui était au Sénégal. Et effectivement, la France a soutenu Hissène Habré dans sa guerre contre la Libye avant de le lâcher au profit d'Idriss Déby. Et ces accords de 1976 ont été révisés en 2008. Et on sait qu'il y a eu un accord de coopération sécuritaire qui a été signé en 2014, mais cette révision de 2008 et cet accord de 2014, on n'a absolument pas les textes. On ne sait pas ce que ça contient. Attends, je t'arrête un peu. Si je vais à l'Assemblée nationale aujourd'hui et que je demande le contenu de l'accord de défense entre la France et le Tchad, de l'ensemble des dispositifs de partenariat, de coopération, je ne les aurai pas? Non. Non, très clairement, ce ne sont pas des documents qui sont publics. Alors on peut imaginer qu'il y a un dispositif d'assistance, et puis il y a cette fameuse opération Barkhane, qui est censé, c'est le but premier, lutter contre le terrorisme islamiste au Sahel. Alors les rebelles qui ont attaqué Idriss Déby récemment, au point que l'armée française intervienne, sont-ils des islamistes? Non, absolument pas. Ce sont des rebelles de l'UFR, donc l'Union des forces de la résistance, qui était la rébellion qui, déjà en 2008, avait attaqué N'Djamena, avait été aux portes du palais présidentiel. Cette rébellion est menée par 2 jumeaux, Timan et Tom Erdimi, qui sont 2 neveux d'Idriss Déby et qui ont occupé, avant de rejoindre la rébellion, des fonctions très élevées comme directeur de cabinet ou directeur de la société de coton. Donc ce ne sont absolument
absolument pas des islamistes, ce sont des rebelles, et là, leur colonne avait pour but, visiblement, d'attaquer le village du président d'origine, qui s'appelle Amdjaras, qui a été transformé par Idriss Déby, une sorte de capitale bis, avec un aéroport international, des villas luxueuses en plein désert, et Déby, craignant de voir son village attaqué, et donc un coup porté sérieux à son régime, a appelé à la rescousse l'armée française, qui s'est précipitée pour aller bombarder cette colonne rebelle, donc au nord-est du Tchad. Alors il y a deux actualités dont on a paradoxalement plus parlé en France que cette actualité militaire d'importance. Premièrement, c'est la visite d'Emmanuel Macron au Tchad, où il est parti passer des fêtes de fin d'année avec les soldats français. Et deuxièmement, c'est la visite d'Alexandre Benalla au Tchad, où il a rencontré Idriss Déby, mais également des membres de son cabinet sécuritaire, pour aller vite. Est-ce qu'il y a un lien entre ces trois actualités ? Alors, dire que Benalla était là pour préparer la visite de Macron, c'est peut-être un raccourci. Benalla était d'abord là pour faire des affaires. Il n'est pas d'ailleurs allé qu'au Tchad, il est allé au Congo-Brazzaville, rencontrer Denis Sassou Nguesso, au Cameroun, rencontrer Paul Biya, et il a fini par le Tchad. Il était accompagné dans l'ombre d'un homme d'affaires franco-israélien qui est un peu un vieux routier des présidents des autocrates africains, qui s'appelle Philippe Ababou Solomon. Et Philippe Ababou Solomon l'emmenait faire des affaires. Et au Tchad notamment, ils agissaient pour le compte d'investisseurs qataris qui souhaitent exploiter l'or du Tibesti, puisqu'on a découvert des quantités incommensurables d'or au nord, ce qui déclenche d'ailleurs une guerre entre Idriss Déby et sa population, puisque la population ne se laisse pas faire. Mais il est très clair que Déby, et d'ailleurs on le sait de sources sûres, croyait parler à un émissaire d'Emmanuel Macron. Il croyait que Benalla était là pour rapporter ses propos à Emmanuel Macron. Et est-ce que c'est aussi infondé que cela de le penser ? Non, puisqu'il semblerait que, d'après les propos qui ont été rapportés, que Déby, comme à son habitude, se soit plaint de l'attitude des Français. Ah, vous ne me soutenez pas assez, vous n'êtes pas assez derrière moi, j'ai des problèmes au Tibesti, il y a les rebelles qui m'embêtent. Voilà. Et en sortant, Benalla aurait fait un télégramme, visiblement, à Emmanuel Macron en lui disant que Idriss Déby s'est plaint. Alors, Benalla, il a fait ce télégramme, on le sait. C'est un article de Marianne qui en parle, plutôt bien informé. Et donc, visiblement, Macron aurait passé, suite à ce message, un savant à la cellule Afrique de l'Élysée, notamment Franck Paris, en disant que voilà, on n'est pas assez derrière Idriss Déby, qui est quand même notre partenaire stratégique dans la lutte contre le terrorisme et bien d'autres choses. Mais ce qu'on sait, c'est quand même, Macron s'est rendu à N'Djamena fin décembre, le 22, après Benalla. Il y a eu en amont de ça un prêt de 40 millions d'euros et un don de 10 millions d'euros, donc de l'argent public français, qui ont été consentis pour que Idriss Déby puisse payer le salaire des fonctionnaires, parce qu'il faut quand même savoir que la manne du pétrole est dilapidée et que Déby, les caisses sont vides, a du mal à payer ses fonctionnaires et à contenir une grogne sociale. On sait que pendant l'année 2018, il y a eu près de 6 mois de grève générale au Tchad, les salaires des fonctionnaires a été diminués d'un tiers. Donc voilà, le soutien français est quand même le bienvenu. Et quand Macron est venu, il n'a pas eu un mot pour la situation des droits de l'homme qui est quand même catastrophique au Tchad, pour la guerre au Tibesti. Il n'a même pas rencontré les leaders de l'opposition démocratique qui sont sur place là-bas. Donc c'est un blanc-seing qu'on a signé à Idriss Déby. Alors parce qu'effectivement, a priori, protéger un gouvernement établi contre des rebelles, participer de la stabilité d'un pays ami, ce n'est pas ça en soi, mais le problème, c'est le modèle de gouvernance de ce pays et c'est le fait que ce soutien militaire n'est pas accompagné d'un désir d'accompagner des réformes politiques, de protéger un certain équilibre entre les différentes forces politiques pour le plus grand profit de celui qui aide militairement, puisque dès lors qu'il y a un équilibre dans le pays, il y a moins besoin d'aider contre des rébellions vu qu'il y a une certaine stabilité, enfin un certain consensus. Alors, est-ce que selon ton point de vue, le problème c'est aider le régime Déby ou alors c'est aider un régime autoritaire? Il n'y a pas que le régime Déby, on pourra parler de la Mauritanie, de la relation qu'entretient la France avec Mamadou Issoufou au Niger. Mais c'est clair qu'Idriss Déby est quand même un mauvais exemple. C'est, selon l'indice de démocratie que sort chaque année le magazine des économistes, le pire dictateur du continent africain. On sait qu'il tue régulièrement ses opposants. Il a notamment fait disparaître son principal opposant de minutes, le professeur de mathématiques Ibn Oumar Mahamat Saleh. Et malgré la manne pétrolière, le Tchad reste un des pays les plus pauvres du monde. Un opposant dont les enfants sont français. Oui,
sont français. Il y a eu d'ailleurs toute une série de remous, des sénateurs et députés français qui se sont indignés. Et malgré la manne pétrolière, le Tchad reste un des pays les plus pauvres du monde, 186e sur 189 à l'indice de développement humain. D'ailleurs, les 5 pays du Sahel qui sont concernés par le terrorisme, la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Tchad, sont parmi les pays les plus pauvres du monde. Et on a une approche uniquement sécuritaire qui consiste à soutenir des autocrates qui n'ont que cure de la souffrance de leur peuple et pas à lutter peut-être contre ce qui permettrait de refouler le terrorisme, à savoir le développement, la bien-gouvernance. Mais est-ce que ce ne serait pas vu comme une ingérence le fait de dire à Idriss Déby, par exemple, écoutez, effectivement, on vous soutient, on préserve l'intégrité territoriale de votre pays, en revanche, on vous demande de créer les conditions pour qu'il n'y ait pas des guerres perpétuelles chez vous. Est-ce que ce serait légitime d'agir ainsi? L'ingérence, elle est très claire. C'est-à-dire que quand vous avez des avions français, des Mirages qui vont bombarder des rebelles tchadiens, l'ingérence, elle est déjà là. Et à 2 reprises, quand même, la France a sauvé militairement un régime qui est vomi par l'ensemble de sa population et qui bafoue les droits de l'homme. On en revient aux fameux 2 poids 2 mesures de régimes qui ont la protection de la France dans une toute vieille tradition de la France-Afrique. En gros, on considère que Nicolas Maduro est un horrible dictateur, mais Idriss Déby, ça va. Oui, c'est tout à fait ça. Alors, pour aller un peu plus loin, tu as parlé de la guerre au Tibesti. Est-ce qu'on peut établir un lien entre cette guerre pour de l'or et la visite d'Alexandre Benalla et ses frappes? Puisque Alexandre Benalla travaille avec des intérêts qui, manifestement, sont liés à cette richesse aurifère. Alors, les frappes là qui se sont déroulées sur la colonne rebelle de l'UFR n'ont rien à voir avec ce qui se passe au Tibesti. Mais ce qui se passe au Tibesti est extrêmement grave. Ça veut dire que Idriss Déby, les caisses étant vides, cherche de nouvelles sources de revenus. Il y a eu un rapport d'un organisme public français, le Bureau de recherche géologique et minière, le BRGM, qui a cartographié pendant 3 ans et demi le sous-sol tchadien, qui se sont rendus compte qu'il y avait des quantités incommensurables d'or au Tibesti. Donc Idriss Déby, saisi par la fièvre de l'or, veut faire venir des multinationales pour se remplir les poches. Sauf que problème, il y a déjà des orpailleurs qui sont sur place et qui exploitent de manière artisanale l'or depuis 2012-2013 et qui ne veulent pas être délogés de là. Et puis il y a la population. La population tout bout du Tibesti, c'est 30-40 000 habitants, c'est pas très élevé, mais qui sait très bien que l'exploitation de son sous-sol ne sera pas redistribuée et qu'ils ne bénéficieront pas des écoles, des routes, des hôpitaux qu'ils devraient avoir. Donc la population s'est soulevée, se constituant en comité d'autodéfense, chassant l'armée de certaines villes comme Ibibou et Miski. Les orpailleurs se sont révoltés et Déby a répondu parce qu'il sait faire de mieux, la manière forte. À partir d'août 2018, vous avez des bombardements sur les villes du Tibesti, des blocus qui provoquent des victimes civiles, pas seulement des combattants, des femmes, des enfants. Et l'armée française, bien l'opération Barkhane, bien loin de lutter contre le terrorisme islamiste, aide à Déby dans cette répression. Est-ce qu'on a des éléments précis qui peuvent accréditer cette aide à une opération qui est très contestable d'un point de vue humain, du point de vue des droits de l'homme? Et qui n'a rien à voir avec les islamistes, parce qu'il n'y a pas un seul islamiste au Tibesti. Mais quels éléments on a? Alors, vous avez l'armée française approvisionne à hauteur de 4 millions d'euros par an en carburant l'armée tchadienne, donc les hélicoptères qui partent de Faya-Largeau pour aller bombarder les civils au Tibesti. Vous avez des drones qui surveillent les mouvements des comités d'autodéfense, donc des comités civils de la population du Tibesti, et qui vont rapporter aux forces tchadiennes. Vous avez, dès qu'il y a un soldat tchadien qui est blessé au Tibesti, il est rapatrié à Faya et soigné par des médecins militaires français. Et puis, c'est la vieille rengaine de la France-Afrique, vous avez des conseillers militaires français à la présidence. Donc il y a un appui logistique, il y a une complicité dans ces crimes contre l'humanité, dans cette épuration ethnique que mène Idriss Déby contre la population tout bout du Tibesti. Et là, ça n'a rien à voir avec le mandat de Barkhane. Parce qu'effectivement, on revient à Barkhane. Barkhane, c'est une opération sur plusieurs pays du Sahel qui vise à endiguer le péril terroriste qui nous menace tous de manière effective et dont on ne peut, sur lequel on ne peut pas discuter. Sauf que derrière Barkhane, il y a autre chose. Déjà, en off, avant cette conversation, tu m'as expliqué que finalement, aujourd'hui, il y a plus de terrorisme qu'avant l'installation de l'opération Barkhane. Alors, l'opération Barkhane, c'est quand même une opération d'envergure. Quand elle s'est installée, il y avait des terroristes, des djihadistes où? Alors, effectivement... C'était en quelle année? Barkhane est lancé en 2014, mais ça vient succéder à l'opération Serval de 2013, qui a été lancée pour empêcher l'avancée des islamistes qui descendaient vers le sud Mali. Donc c'est une opération d'envergure, 4500 hommes, 2 millions d'euros par jour. Pour donner une idée, un vol de Rafale, ça coûte 25 000 euros de l'heure, ou un vol de drone, ça coûte 5 000 euros de l'heure. Donc c'est des moyens énormes qui sont à la charge du contribuable français, qui sont mis en œuvre. Barkhane
Barkhane coopère. Donc au moment de Serval, c'est un pays, le Mali. Un Mali, et il y a le dispositif Épervier qui est là depuis 1986 au Tchad. Donc vous avez des dispositifs dans 2 pays. Barkhane vient à la suite de ces 2 dispositifs, sauf que là, il y a une sorte d'entourloupe qui avait été faite à l'époque par Jean-Yves Le Drian, c'est que normalement, selon l'article 35 de la Constitution, les opérations militaires doivent être approuvées après 4 mois par le Parlement. Sauf que Jean-Yves Le Drian a dit que Barkhane étant la suite de Serval et d'Épervier, on ne va pas soumettre ça au vote du Parlement, alors que ça concerne une sphère beaucoup plus large, puisque vous avez non seulement le Mali et le Tchad, mais vous avez la Mauritanie, le Niger, le Burkina. Donc ça serait intéressant que les députés français se penchent sur les vrais motifs de Barkhane. Et c'est une opération qui coopère avec les forces du G5 Sahel, qui sont en train d'être mises en œuvre, à 5 000 hommes. Il y a la mission des Nations Unies au Mali, 13 000 hommes, 1,1 milliard de dollars par an. Et malgré ces dizaines de milliers d'hommes qui sont présents au Sahel, le terrorisme islamiste ne recule pas. Il progresse d'ailleurs. Il progresse. On a eu des zones qui n'étaient pas du tout touchées par l'islamisme. Le Burkina Faso, à l'est du Burkina, vous avez des islamistes l'année dernière qui ont surgi et qui commettent des exactions. Au nord du Burkina, c'est la même chose. La frontière Mali-Niger est infestée d'islamistes qui d'ailleurs exacerbent les tensions intercommunautaires qui sont déjà présentes. Par exemple, entre Peul et Touareg, ou au centre du Mali, ou entre Peul et Dogon. Et moi, déjà, je trouve particulièrement baroque qu'en 2019, l'armée française intervienne encore militairement dans ces anciennes colonies. Pour moi, ça ne fait plus que jeter de l'huile sur le feu plutôt que ça n'apaise les tensions. Bon, déjà, d'un point de vue moral, c'est discutable, mais on aurait pu au moins l'accepter s'il y avait une efficacité pratique. Mais ce qu'on voit, c'est que, en réalité, plus on intervient, plus les foyers islamistes se démultiplient. Parce qu'on a oublié un facteur essentiel dans cette histoire. C'est le tout sécuritaire ne pourra rien résoudre. Par exemple, vous prenez ces 5 pays, sont parmi les plus pauvres du monde. Sur ces 5 pays, vous avez 3 pays qui sont dirigés par des dictateurs. La Mauritanie, Ould Abdelaziz, le Tchad, Déby, et puis Mahamadou Issoufou, qui était un démocrate au départ, qui est en train de tourner vraiment kazakh. Mais en tout cas, lui, il va partir après ces 2 mandats. Il va partir et c'est pas le paradigme habituel. Il sera remplacé par Mohamed Bazoum, son actuel ministre de l'Intérieur, qui a peu de penchant, dirons-nous, pour la démocratie. Et où les djihadistes recrutent? Dans les régions les plus misérables, les plus abandonnées des pouvoirs centraux. Par exemple, la région de la Ménaka, entre le Mali et le Niger, ou la région du lac Tchad, les marécages du lac Tchad, on sait que le lac Tchad a perdu 90% de sa surface, où il y a une grave crise humanitaire qui est en cours depuis des années. Donc finalement, les islamistes, bien loin de convertir toute une région au fanatisme, sont venus exacerber les tensions ethniques, économiques, sociales qui étaient déjà présentes dans ces régions, parce qu'on n'a jamais pu développer ces régions. Alors finalement, au lieu de faire intervenir l'armée française à coût très élevé, on pourrait stratégiquement, par exemple, essayer de revivifier le lac Tchad, ajouter à une intervention strictement sécuritaire un projet économique, une espérance. Vous avez effectivement, on va vous dire que le pendant du développement de Barkhane, c'est l'Alliance Sahel, qui mobilise 9 partenaires, dont la France, le PNUD, et qui va apporter d'ici 2022 6 milliards d'euros. Mais je pense que l'aide au développement n'est pas la solution. Thomas Sankara disait qu'il faut mieux faire un pas avec le peuple plutôt que 10 pas sans le peuple. C'est en amenant au pouvoir des gouvernants soucieux du bien-être de leur peuple, soucieux de bonne gouvernance, qu'on réglera, qu'on battra en brèche l'islamisme. Si demain, on donne de l'espoir, un travail, de l'éducation pour ses enfants au pêcheur Boudouma du lac Tchad, croyez-vous qu'il ira s'engager dans les rangs de Boko Haram? Bien sûr que non. Il combattra même les djihadistes qui sont venus d'ailleurs. Donc moi je pense que la solution aussi, c'est pour battre en brèche le djihadisme, c'est de favoriser le développement, de favoriser l'émergence de ces régions qui ont toujours été abandonnées par des pouvoirs centraux qui n'ont cure du bien-être de leur peuple. Alors on voit bien que l'opération Barkhane et tout ce qui est autour ne permet pas d'endiguer le péril terroriste. En revanche, elle renforce les chefs d'État en place, puisque ce sont les partenaires de l'Occident, disons, de la communauté internationale, et ils bénéficient d'un certain nombre de blancs-seings. Donc, quelque part, ce sont des alliés objectifs de leurs adversaires islamistes. Barkhane, c'est une vaste entourloupe.
il renforce plus les autocrates de la région, comme je l'avais dit, qui combattent le péril islamiste. Parce que même, par exemple, en Mauritanie, Ould Abdelaziz part cette année, mais il est remplacé par son ministre de la Défense. Donc finalement, c'est la phrase de Lampedusa dans Le Guépard, il faut que tout change pour que rien ne change. C'est-à-dire, on continuera à avoir ces mêmes autocrates, et les populations vont se retrouvent déjà prises en étau entre des dictateurs ou des mauvais gouvernants, et de l'autre côté, des terroristes. Et finalement, ce poids entre terrorisme et contre-terrorisme, les populations sont prises entre le marteau et l'enclume. Alors que, normalement, ça devrait être elles sur lesquelles on devrait se concentrer tous les efforts. Mais alors, d'une autre manière, au Burkina, par exemple, le Burkina Faso, c'était un pays quand même où il y avait une coexistence pacifique jusqu'à il n'y a pas longtemps. Aujourd'hui, il y a quasiment des pogroms ethniques. Le Burkina n'est pas un pays, c'est pas une autocratie horrible maintenant que Blaise Compaoré est tombé et remplacé par un président élu. Malgré tout, les djihadistes, ils progressent, l'État regresse. On a l'impression que c'est une forme de malédiction qui n'a même finalement peu de choses à voir avec la nature du pouvoir qu'avec le fait que l'État est tellement affaibli en Afrique subsaharienne, en tout cas dans cette partie de l'Afrique subsaharienne, que n'importe quoi peut venir le déstabiliser. C'est évident, et déjà je pense qu'il faut saluer la révolution de 2014 au Burkina, qui était menée par la population contre le dictateur Blaise Compaoré et qui l'a amené à le renverser. Sauf que ça a eu des effets pervers, eu égard au contexte sécuritaire de la sous-région. Ça veut dire que Blaise Compaoré avait pris pour habitude d'acheter la paix, entre guillemets, en logeant des chefs islamistes, notamment à Ouaga 2000, en faisant un peu la médiation pour libérer des otages, et effectivement, et aussi en ayant une assise sécuritaire forte, puisque vous avez le fameux RSP, le fameux régiment de la garde présidentielle, qui, quand il n'arrêtait pas des opposants, assurait aussi une certaine stabilité sécuritaire. Sauf à l'intérieur, parce qu'à l'extérieur, il déstabilisait les pays voisins. Oui, bien sûr, à l'intérieur du Burkina Faso. Mais effectivement, cette chute de Blaise Compaoré liée avec les difficultés de la transition, les difficultés de l'apprentissage de la démocratie, moi je ne remets absolument pas en cause le principe de la révolution, qui est une très belle révolution. Mais c'est vrai que le Burkina a besoin d'aide. On voit qu'au nord, il y a les djihadistes d'Ansarou Islam et du front de soutien, du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, qui sont actifs. Et il y a certaines populations, comme les Peuls, qui sont accusées d'être des fois à tort, des fois à raison, d'être les complices des islamistes et qui sont réprimés par des milices d'autodéfense. On parle des Kolo-Ego. Donc, comme d'habitude, cette tension, cette stratégie de la tension entre des gouvernants soit autoritaires, soit affaiblis, et les groupes islamistes, crée des victimes dans les populations, exacerbe les tensions qui sont déjà existantes, économiques, sociales dans la population. Alors, le fait que la Syrie, un certain nombre de zones rebelles, enfin, l'espoir islamiste est un peu perdu en Syrie, le fait qu'il y ait des Français, par exemple, en Syrie, est-ce qu'il n'y a pas risque que les soldats perdus francophones des guerres, de la guerre de Syrie arrivent dans le Sahel? Puisque, qu'ils soient français ou marocains, tchadiens, algériens ou français d'origine subsaharienne, ils pourraient se recycler. Est-ce que c'est une vue de l'esprit d'imaginer qu'ils se recyclent dans le Sahel? Moi, je pense que c'est un mythe, puisque l'islamisme, l'État islamique tel qu'il a pu exister en Syrie n'a rien à voir avec l'islamisme tel qu'il se développe au Sahel et qui est fortement matiné de banditisme, de trafic, justement de conflits. On en profite pour régler le conflit ethnique qu'on a depuis des centaines d'années avec le voisin. On le voit au lac Tchad entre les Peuls et les Boudouma. Donc finalement, c'est pas un islamisme pur, et je n'emploie pas du tout ce mot à des desseins positifs, comme on a pu l'avoir en Syrie et en Irak avec une vraie idéologie derrière. Non, c'est plus des effets d'opportunité qui certes sont dévastateurs pour la région. Et on a un mythe qui est alimenté, Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères français, en parle souvent, aidé par Déby et Issoufou, c'est quand même, Le Drian est très proche des autocrates sur place, il dit que oui, il faut faire attention parce que du sud libyen, on pourrait avoir une invasion islamiste qui déferlerait sur le Tchad et le Niger si ces deux pays sont affaiblis. Ben justement, les rebelles qui menacent Idriss Déby viennent de la Libye. Mais alors, ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de choses au sud libyen. Il y a beaucoup de trafiquants, de migrants, d'or, de drogue, d'armes. On a des Toubous, on a des Touaregs, on a des tribus arabes, on a les islamistes. Mais je veux dire, la présence islamiste est très faible. Et d'ailleurs, il y a une tentative de reconquête du sud libyen par Khalifa Haftar, donc un proche de la France et un proche de Déby. Et Déby tente de prendre en étau les rebelles entre Khalifa Haftar et lui. Quelque part, c'est contre-intuitif d'imaginer qu'un gouvernement qui finalement s'est donné la charge d'assurer la sécurité de ses anciennes colonies, il dépense beaucoup d'argent, entretienne finalement le storytelling
sécuritaire dans ces zones, alors que ça lui coûte de l'argent. C'est-à-dire, plus le G5 Sahel est obligé de grossir, plus l'opération Barkhane est obligée de grossir, plus la France dépense. Est-ce que la France les autorités françaises éprouvent un besoin irrépressible de dépenser de l'argent public dans des guerres inefficaces? C'est quoi le problème de fond? Alors, déjà, il faut chasser une idée qu'on entend souvent. Par exemple, la France n'a pas d'intérêt économique au Tchad. Areva au Niger, bien sûr que ça existe, mais ça perd de l'importance en termes de part de marché par rapport à des mines qui sont ouvertes en Mongolie ou en Asie centrale. C'est-à-dire que ce ne sont pas que des intérêts économiques. Le consortium, par exemple, pétrolier tchadien, c'est Petroba, Exxon et l'État tchadien avec Glencore. Donc il n'y a pas de Français dedans. Moi, je pense qu'il ne faut pas minorer quelque chose qui a trait à l'empire français, enfin le souvenir colonial. C'est-à-dire c'est notre précaré. On doit défendre notre précaré. La France, l'armée française notamment, a été très blessée par ce qui s'est passé au Centrafrique, où les Français ont perdu leur influence de 60 ans, depuis l'indépendance. On se souvient des relations de Giscard avec Bokassa, au profit des Russes. Ils veulent absolument garder ce précaré-là en Afrique. Ça a trait au cœur des ténèbres, la mission voulait chanoine. Et c'est vrai que pour les militaires français, c'est quelque chose de très important. Aujourd'hui, tu as un autocrate qui fait à peu près n'importe quoi de l'argent public que tu aides. Ok, mais si tu veux changer, tu ne vas pas changer le régime. Changer le régime en Afrique reviendrait à faire la même chose qu'on fait au Venezuela, ce qui est tout aussi condamnable. Il faut laisser les populations s'exprimer. C'est-à-dire qu'il faut que la France soit neutre dans les conflits qui opposent, par exemple, Idriss Déby à sa population. Il faut qu'elle arrête de soutenir financièrement un dictateur en lui donnant de l'argent pour payer ses fonctionnaires, alors qu'il a dilapidé ses propres fonds. Et il n'y a pas qu'au Sahel. On voit qu'au Cameroun, au Nigeria, il y a eu des exactions terribles de la part des islamistes, de Boko Haram, mais aussi de la part des armées camerounaises et nigérianes, qui ont justement poussé certains pans de la population dans les bras des islamistes. Donc effectivement, il faut desserrer l'étau entre ce terrorisme et ce contre-terrorisme qui sont aussi néfastes pour les populations, qui souffrent. Alors si la France reflue, qui peut aider à la reconstruction d'États équilibrés dans cette région ? Alors, moi, je suis pas quelqu'un qui va vous dire qu'on doit en finir avec la France-Afrique pour mettre en place la Russie-Afrique et la Chine-Afrique. Moi, je pense qu'il faut défendre un seul et même principe, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Normalement, il y a une structure supranationale qui est là pour faire le boulot, à savoir l'ONU. Or, on sait que c'est difficile, l'ONU n'a pas souvent les mandats qu'il faut, il y a des accusations de corruption, de violences sexuelles qui pèsent sur les contingents de l'ONU, on sait que les contingents sont envoyés par le Conseil de sécurité qui est composé des 5 ans, donc il faudrait effectivement que l'ONU intervienne, mais intervienne en voulant aider vraiment les populations et pas servir les intérêts des puissances qui siègent au Conseil de sécurité. Alors, tu étais récemment dans un certain nombre de pays d'Afrique subsaharienne, tu étais au Gabon, où le président Ali Bongo a eu des gros problèmes de santé. Tu étais au Togo aussi, je crois. Et au Burkina Faso, justement, où se passe... où les rebelles islamistes avancent et où la conflictualité locale se développe. Qu'est-ce que tu retires de ce dernier voyage ? Bon, c'est des situations extrêmement difficiles, extrêmement différentes aussi, parce que l'Afrique n'est pas un seul grand pays, contrairement à ce qu'on veut des fois faire croire. Il est clair qu'au Togo, il y a un régime qui est là, une tyrannie qui est là en place depuis 50 ans, qui se transmet de père en fils avec le soutien de la France. Et malgré les manifestations monstres de l'opposition, de la population, elle continue à perdurer. On voit toujours malheureusement la main de la France qui continue à soutenir Faure Gnassingbé au pouvoir. Au Gabon, c'est aussi la même chose, c'est une tyrannie qui est là depuis plus d'un demi-siècle avec le père, Omar Bongo, le fils. Alors, c'est une tyrannie qui déborde de pétrodollars. Et on a un président qui est très affaibli, suite à un AVC en Arabie Saoudite. Et pourtant, il y a une révolution qui ne vient pas. On a eu une tentative de coup d'État. Alors, est-ce un coup d'État, est-ce un faux coup d'État ou est-ce une vraie velléité de renverser le pouvoir de Bongo ? Quoi qu'il en soit, moi, ce que j'ai pu retirer de tous ces voyages, c'est qu'on dit toujours à chaque président élu que la France-Afrique est morte, est finie et abolie. Mais en fait, elle ne meurt pas, elle renaît toujours tel le phénix, tel un mauvais phénix de ses cendres sous des formes différentes. Alors, est-ce que, quelque part, il n'y a pas, on en parle au début de cet entretien, il n'y a pas une responsabilité des médias ? Quand, dans le monde arabe ou au Venezuela, des populations se lèvent contre le pouvoir, c'est vraiment couvert par les médias français. Mais quand au Togo,
qui quand même fait partie intégrante de la profondeur de champ stratégique française, des populations se dressent contre leur dictateur, on n'en parle pas, ou alors Canal+ diffuse des publi-reportages à la gloire du tyran. Est-ce que, quelque part, ce n'est pas un verrou, quelque chose à déverrouiller, c'est-à-dire un traitement médiatique correct sur ces zones qui sont francophones, dont beaucoup de Français sont originaires, permettrait de mieux surveiller l'action publique et de porter la parole de ceux qui voudraient se libérer de leur joug? C'est évident. Je pense que vous savez pourquoi la France est 33e, c'est ça, au classement de Reporters sans frontières, de la liberté de la presse. Il est clair que ces conflits-là, ces aspirations aussi de la jeunesse africaine à plus de liberté et plus de démocratie, ne sont absolument pas relayées dans les médias français. Mais c'est clair que si on avait un relais plus fort dans l'opinion, si on permettait aux gens de comprendre des conflits qui sont lointains, des conflits qui sont complexes, on arrêterait de préférer la Corrèze aux Zambèzes et on irait s'engager pour la jeunesse togolaise, la jeunesse gabonaise, la jeunesse tchadienne, qui aujourd'hui souffrent de la misère et d'une répression impitoyable de la part de leurs dirigeants. Et quelque part, ce serait une belle utopie pour le XXIe siècle. Quelque chose a changé encore dans notre monde qui semble fini? C'était Oscar Wilde qui disait il faut toujours viser la lune car même en cas d'échec on atterrit dans les étoiles. Alors moi je suis peut-être un éternel optimiste mais j'ai envie d'y croire parce que ce sont de beaux combats, de nobles combats et il faut les soutenir. Sans ingérence. Le temps du colonialisme, du néocolonialisme, même de l'humanitaire est terminé. Mais je pense que nous sommes une seule et même humanité et il faut qu'on apprenne vite à vivre tous comme des frères sinon on va mourir tous comme des idiots. C'est Martin Luther King qui disait ça, pas moi. Ah ben, disons, dès lors qu'il y a des citations qui s'enchaînent, je pense que c'est le moment de signer la fin de cette interview. Merci, Thomas Dietrich. Plus de dégâts. Merci.